ce nouveau rendez-vous, cette nouvelle rencontre, et on a le privilège de recevoir Alain Boer, que je présenterai dans quelques instants. Euh, une petite présentation et contextualisation pour cet événement. La crise du Covid-19 a été l'occasion unique de voir comment les États, leurs différents secteurs d'activité s'étaient préparés, ou au contraire ne s'étaient pas du tout préparés à ce type d'événement. Les crises majeures au niveau régional ou planétaire n'ont cessé de se succéder avec des phases d'accélération, les canicules, les tsunamis, les crises sanitaires de type SRAR, HIV, chikungunya. À chaque fois se reproduit le sentiment d'une imprégnation, une impréparation plutôt, les mêmes causes produisant les mêmes effets à des niveaux encore plus élevés. Le Covid-19 risque de ne pas être la dernière de ces maladies provoquées par les contacts entre l'homme et les animaux sauvages. En tout cas, c'est une des options, ces zoonoses. Les États vont-ils enfin tirer les enseignements de cette crise pour engager des mutations profondes qui permettront de mieux prévenir ces cataclysmes sanitaires ou environnementaux? Mais en plus de cela, durant cette crise, on a vu une autre crise plus discrète, moins virulente, en réalité non moins virulente. Les cyberattaques se sont multipliées contre les États. C'est pas nouveau. C'est également le cas contre les entreprises, contre les personnes. Ça induit et provoque la désorganisation de services, d'administrations entières. C'est le cyberchantage avec rançon qui peut prévaloir, mais c'est également du cyberterrorisme. Euh, Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au CNAM. Vous êtes même le fondateur, le titulaire de la chaire de criminologie depuis 2009. Vous êtes directeur du master de sciences criminelles et criminologie, directeur scientifique, vice-président du conseil scientifique du pôle sécurité défense du CNAM. Vous êtes professeur titulaire de la chaire de sciences policières et criminelles du MBA spécialisé en management de la sécurité à Paris 2. Vous êtes également ancien grand maître du Grand Orient de France et surtout un expert de la gestion des crises. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, aussi bien sur la franc-maçonnerie que sur la criminologie, notamment l'ABC de la criminologie. Vous êtes probablement l'un des meilleurs experts capables de répondre à cette question très très simple. La prochaine crise sera-t-elle cyber? Alain? Alors, je ne sais pas si la prochaine sera cyber parce qu'elle l'est déjà. Une partie des problèmes que nous avons aujourd'hui, merci d'abord de votre invitation et je salue tous les présents. Une partie des problèmes que nous avons, ce n'est pas notre incapacité à gérer les crises, c'est notre incapacité à accepter l'existence des crises. Visiblement, nous avons un dispositif de focalisation limité à une crise à la fois et une capacité de réaction qui est ce que les Américains appellent très joliment notre capacité de réaction à fermer la porte de l'écurie, mais une fois seulement que le cheval se sera échappé ou aura été volé. Voilà. Et donc, les crises n'ont rien d'extraordinaire. La crise que nous vivons aujourd'hui est une petite épidémie, petite moyenne, bien plus qu'une grippette, mais qui à la fin aura un effet bien moins grave que la grippe dite espagnole et qui venait du Kansas de 1918-19, ou à peu près l'intégralité des grandes pandémies qui ont ravagé le monde depuis que les hommes ont décidé de domestiquer les animaux, de vivre à proximité et de gérer des transmissions de maladies du fait d'une trop grande proximité, ce qui, à la fin, va probablement garantir que le fait d'utiliser la cache-route aura été probablement l'un des plus grands sauts hygiéniques dans l'histoire de l'humanité, pour des raisons d'ailleurs beaucoup plus sanitaires que théologiques, mais en vue de protéger et de préserver les humains. Car beaucoup de dispositifs ont été mis en place afin d'éviter la progression des épidémies connues. Et si on parle aujourd'hui beaucoup des chauves-souris, on parlait à peu près dans les mêmes conditions des porcs et des cochons dans le temps ou des animaux marins
parce qu'il mangeait des cadavres et qu'il recyclait les restes et qu'on considérait que c'était un porteur de pandémie. Il y avait une science de l'hygiène naturelle et sans vouloir ici faire à nouveau, puisque je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, l'apologie de Semmelweis, ce médecin juif hongrois qui a imposé le lavage des mains dans les hôpitaux contre tous ses collègues, tous, à Vienne il y a 200 ans. On sait qu'il y a une difficulté à accepter les évidences, qui est que la cohabitation entre diverses espèces amène mécaniquement une transmission entre les diverses espèces, et donc un renforcement de nos capacités sanitaires et hygiéniques personnelles, et aussi le fait que nous sommes confrontés à d'autres maladies auxquelles nous ne sommes pas toujours préparés ni immunisés. Aujourd'hui, nous vivons pas une, pas deux, mais une vingtaine de crises simultanément. C'est une première. D'abord, nous vivons une crise épidémique. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Et grosso modo, de cette crise, on aurait pu tout apprendre en 1918-19. Il n'y a rien de différent entre la crise de la grippe espagnole, à part qu'elle suivait une guerre mondiale et que la censure a empêché, sauf en Espagne, de savoir ce qui se passait en matière de grippe. Elle a tué plus de monde que la Première Guerre mondiale. Et elle s'appelle espagnole parce que les Espagnols n'ont pas censuré les informations qu'il était aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et ailleurs. Deux, cette crise sanitaire, cette crise épidémique a créé une crise sanitaire, puis une crise hospitalière, puis une crise industrielle, notamment dans le médicament, mais aussi dans les respirateurs, puis une crise économique, puis une crise sociale, par ailleurs une crise sécuritaire, et enfin, effectivement, une crise cyber. C'est la première fois qu'on a tout en même temps. Tout. Et donc, la résilience face à une crise, c'est la capacité d'en gérer une ou deux ou trois. Militairement, par exemple, quand vous faites, ce qui m'arrive de temps en temps, cours à l'école de guerre, on vous explique qu'on peut gérer 3 crises militaires maxi en même temps. Là, les grands États occidentaux en gèrent une douzaine, une vingtaine, une trentaine. Et ce sont des crises lentes. Car ce qu'on voit aujourd'hui de l'état de la crise de la Covid, puisqu'il paraît qu'elle s'est féminisée en cours de route, c'est ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Les gens qui rentrent à l'hôpital ont été en contact avec la maladie il y a 15 jours, ceux qui rentrent en réanimation probablement il y a 3 semaines, et donc nous avons l'impression que la maladie est terminée, alors qu'en fait nous avons un regard de cette maladie en utilisant un microscope à la place d'un télescope ou un télescope à la place d'un microscope. Nous avons un outil de vue, mais utilisé à l'envers. Nous sommes décalés. Nul ne sait s'il y a une effective reprise du virus, nul ne sait pourquoi ce virus est arrivé et nul ne sait comment il repartira, car on n'a jamais su pourquoi les précédents étaient venus et repartis. Et nous avons un deuxième problème, c'est que nous sommes dans des États qui ont appris la science, qui ont diffusé la science et qui l'ont oubliée. L'amnésie scientifique est un drame collectif. Nous avons préféré la pensée magique. Alors, vous avez des tas de pensées magiques. Immunité collective, qui en se traduit dans la vraie vie par immunité de troupeau. Herd immunity, ça veut dire le troupeau. Il n'y en a pas plus dans les coronavirus qu'il n'y a de beurre en branche. Ça n'a jamais existé. Il y a des immunités individuelles, plus ou moins renforcées par l'exposition à la maladie. C'est-à-dire pour ça qu'il y a des gens qui meurent en quelques jours, d'autres qui ont des troubles qui vont durer des mois, et certains qui sont restés asymptomatiques et qui n'ont même pas éternué 2 fois. Tous ont rencontré le virus, mais il s'est comporté de manière extrêmement différenciée en fonction de l'altitude, de votre groupe sanguin, de vos autres maladies, des maladies que vous aviez pu avoir avant. De la même manière qu'il y a des gens qui ont la grippe tous les ans malgré les vaccins et d'autres qui ne l'ont jamais et qui ne se vaccinent pas. Et pourtant, la grippe, elle revient tous les ans. Et tous les ans, elle fait 10 000 morts dans l'indifférence générale, car en 1650, un médecin français, Charles Delorme, a inventé le masque en voulant sauver des gens d'eux-mêmes et des autres. Nous l'avons exporté dans le monde entier, mais nous l'avons totalement oublié. Et aujourd'hui, on considère que c'est une atteinte à nos libertés individuelles que de porter un masque pour éviter de tuer des gens. Alors évidemment, c'est plus porteur quand on explique qu'on va tuer papy, mamie et qu'on est jeune,
Mais comme aujourd'hui, 50% de ceux qui meurent ont moins de 60 ans et 50% plus de 60 ans, c'est-à-dire ceux qui vont aux urgences, ceux qui sont intubés, ceux qui ont des causes graves et des effets secondaires, chacun comprend que ce virus, en fait, c'est une répétition générale. C'est la répétition générale de la grande épidémie, celle qui attend et qui est en train de nous tester pour savoir si, cette fois-ci, on va enfin comprendre qu'il faut se préparer aux épidémies. Or, la France, par exemple, est un pays tout à fait merveilleux puisqu'il ne manque pas d'informations sur les épidémies. Je publie dans une dizaine de jours un ouvrage sur l'histoire de la gestion de cette épidémie, l'histoire de la gestion de crise. Car en fait, une crise terroriste, une crise sécuritaire, une crise sanitaire, c'est la même chose. Ça marche selon les mêmes règles. D'abord, il faut accepter la crise, donc la reconnaître. Ensuite, il faut l'identifier. Ensuite, il faut expliquer qu'on s'en occupe, communiquer honnêtement sur la crise et puis indiquer le moment où elle se termine. Ça s'appelle de la gestion de crise et ça marche dans tous les cas de figure. Or, cette crise-là, nous l'avons vu venir, nous nous sommes préparés et quand elle a eu lieu, ben en fait, elle n'a pas eu lieu. Elle s'appelait le H1N1. C'était en 2007-2010. Nous avions un outil, des équipements, des investissements, un ministre qui avait anticipé la crise, Xavier Bertrand, une ministre qui s'était préparée à la crise, Roselyne Bachelot, et comme elle n'a pas eu lieu, nous avons décidé tous qu'elle n'aurait plus jamais lieu. Ce n'est pas arrivé, ça n'arrivera plus jamais. C'est un peu comme si, une fois que vous avez passé l'année, vous demandez à votre assureur de vous rembourser parce que votre maison n'a pas brûlé. Parce que comme ça n'a pas eu lieu, il faut rendre l'argent. Ou votre voiture n'a pas été volée, ou vous n'avez pas eu une rage de dents. Et donc, ce processus de négation du réel est propre à la France. Vous allez dans les pays anglo-saxons, vous dites qu'il va y avoir une épidémie, vous dites aucun problème, combien ça coûte? Et vous avez une gestion qui s'appelle le bean counting. Combien ça vaut? Est-ce que ça vaut plus cher d'investir pour préparer l'épidémie ou de réparer l'épidémie? Il faut discuter. En France, c'est négation, minoration, éjection, ou en français courant. Ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas grave, c'est beaucoup moins grave. Vous exagérez beaucoup. Et à la fin, c'est surtout, c'est pas de ma faute. Et donc, mécaniquement, vous ne vous préparez pas parce que le fait de se préparer, peut-être que l'épidémie, elle nous verra si on se prépare. Donc, si on ne se prépare pas, elle pourrait ne pas nous regarder. C'est un process très étrange pour des bureaucrates énarchiques, pour beaucoup d'entre eux, mais c'est comme ça que marche le système. Et donc, nous avons décidé de ne pas nous préparer à cette crise, alors même que nous avions un outil, des masques et tout ce qu'il faut. Et il faut bien le savoir, et je vais vous donner un seul exemple, c'est si tous les pays du monde étaient dans l'état dans lequel nous sommes, qui est moyennement mauvais, médiocrement du milieu, on pourrait dire, bon, bah, on est tous pareils, sauf que ça n'est pas le cas. Un État a donné l'exemple de tout ce qu'il fallait faire bien. Le premier de la classe est celui qu'on déteste. Enfin, s'il est premier de la classe, il doit y avoir des raisons. Taïwan. Taïwan a préparé la crise, anticipé la crise, considéré qu'il fallait la traiter, n'a pas arrêté son économie, n'a pas isolé le pays, a fonctionné comme un État parfaitement démocratique face à la Chine, juste à côté, en face, et en ayant eu les tout premiers cas quasiment chez eux. Nous avions exactement la même chose que Taïwan, il y a 10 ans. Et pendant 10 ans, nous l'avons déconstruit, systématiquement. Ce n'est pas qu'on n'avait rien et que ce n'est pas de notre faute. Nous avions tout et nous l'avons mis à la poubelle. Alors, est-ce que c'est une décision politique? Même pas. Il n'y a même pas quelqu'un qui a dit non. Nous avons laissé dépérir le sujet pour des raisons parfaitement comptables. Nous avons pris un dispositif, nous avons considéré qu'il coûtait de l'argent, etc. Combien ça aurait coûté de gérer notre crise? 100 millions d'euros auraient permis que nous ayons tous les masques nécessaires pour ne pas arrêter l'économie, continuer à vivre normalement, peut-être être un peu moins dans les restaurants, un peu moins dans les trains, un peu moins dans les avions et certainement pas dans les stades de football ou dans des réunions à 10 000 personnes, mais tout aurait continué. 100 millions d'euros. Vous ferez le calcul de ce que cette crise aura coûté à la fin de l'année et l'année prochaine, parce qu'elle ne va pas s'arrêter brutalement tout d'un coup, et vous allez vous rendre compte de ce que coûte un investissement à 100 millions et une crise à 100, 200, 300, 400, 500 milliards. Ce qui peut nous rassurer, c'est que pour une fois, nous ne sommes pas les seuls à avoir été des mauvais élèves. Tout l'Occident s'y est mis, plus ou moins,
avec des décisions diverses. La Suède, mais qui a à peu près la même mortalité que nous, donc ils ont fait ni mieux ni pire. La crise économique est là aussi, etc. Mais une réalité qui est celle-là. Et ce qui est en train de se produire, pour répondre finalement à votre question, après ce long détour, mais qui me paraissait nécessaire pour mettre quand même une perspective et un arrière-plan à cette affaire, c'est que depuis octobre 2019, des groupes d'opérateurs cyber, des APT, préparent et testent toutes nos défenses sans savoir qu'il allait y avoir une épidémie. Or, l'épidémie, elle a décuplé le télétravail dans le désordre. Elle a transféré des milliers de connexions, des dizaines de milliers de fichiers, des centaines de milliers de décisions, la vie d'entreprise dans des conditions qui n'ont été ni sécurisées, ni prévues, ni préparées. Avec les ordinateurs de la maison, où jouent aussi les enfants, avec les équipements qui ne sont pas faits pour du télétravail, avec les effets du télétravail, d'épuisement et d'hallucination au bout d'un moment pour ceux qui passent leur vie en télétravail, avec les phénomènes liés à l'isolement, avec les phénomènes liés aussi à la gestion de la vie autour, les enfants, la famille, etc. Or, ces hackers-là, ils ont bénéficié d'un coup de pouce du destin extraordinaire, puisque depuis octobre 2019, ils ont démultiplié des attaques de plusieurs niveaux. Car dans le monde cyber, qui n'a rien à voir avec la sécurité informatique, le cyber et la sécurité informatique sont deux métiers différents. L'un, c'est de l'ingénierie sociale, l'autre, c'est de l'ingénierie technologique. Ensemble, ça marche très bien, mais ça n'est pas la même conception des choses. Les hackers, ils ont découvert les failles immenses qui existaient quand on transfère dans le désordre la vie économique d'un espace stable et identifié à un espace dématérialisé et dans le chaos. Et ils testent, ils attaquent, ils rançonnent, ils interviennent, ils s'insinuent, ils se préparent. Certains d'entre eux ne veulent que de l'argent, ce sont des cybercriminels. D'autres veulent des renseignements, ce sont des cyberespions. Certains veulent faire de la politique, ce sont des cyberactivistes. D'autres sont des militaires, ils veulent détruire les systèmes. C'est de la cyberattaque ou de la cyberdéfense ou de la cyberguerre. Et chacune de ces actions est différente des autres. Les unes doivent être très visibles et très spectaculaires, d'autres doivent être peu visibles et peu spectaculaires, certaines doivent être totalement invisibles. Mais souvent, les mêmes acteurs font plusieurs métiers. Et nous avons une immense difficulté à comprendre la nature du hacker, dont un très grand nombre n'a pas de diplôme d'ingénieur. Ce sont des petits génies du cyber, de l'ingénierie sociale, de l'escroquerie, mais pas des grands mathématiciens ni des grands ingénieurs. Et donc, chaque fois, nous projetons sur l'adversaire ce que nous voudrions qu'il soit. C'est jamais comme ça que ça marche. La réalité gagne toujours. Le fait que nous essayons de transformer la réalité pour qu'elle ressemble à ce que nous voudrions qu'elle soit ne marche pas beaucoup. Dans l'affaire de la Covid, qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, nous sommes passés du mode sceptique au mode panique. Sceptique, grippette, il ne va rien se passer, tout va bien, tout est prêt. Panique, on n'a rien, on est à poil et on ment. Le péché originel du masque aura été l'événement de la forme la plus élaborée du mensonge politique. En plus, mensonge pour se défendre d'une responsabilité qui n'est même pas celle du gouvernement actuel, qui est celle de son ou ses prédécesseurs. Car il y a une période de 10 ans très compliquée où on sent bien qu'on est passé de la préparation, l'anticipation et la volonté à ça n'a pas eu lieu, faisons autre chose. Et puis, une deuxième difficulté qui est le passage très compliqué de l'action à l'agitation, de l'amnésie à la panique, bref, tout ce qui est la difficulté de réaction à la crise, qui est à la fois un phénomène de rupture chaotique, mais qui, étymologiquement, est aussi un processus de décision et de gouvernement. La crise, elle n'est pas seulement le chaos, elle est la décision. Elle est le fait de pousser à prendre une décision, à aller vers une action. Et c'est là où probablement le système D national a montré tout son génie. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas fonctionné du point de vue des hiérarchies institutionnelles, bureaucratiques et étatiques s'est retrouvé dans ce que les gens ont appelé le front.
la logistique a tenu, les caissières ont tenu, les infirmières ont tenu, les instituts ont tenu, les profs ont tenu, les gens ont tenu. Ils ont été obédients, ils ne sont pas trop sortis, ils ont cassé la pandémie, car mécaniquement, quand vous avez 100 fois moins d'entrées à l'hôpital, ce n'est pas une illusion politique, c'est une réalité physique. Et ceux qui sont les plus touchés sont ceux qui ont été le plus en première ligne. C'est-à-dire que ceux dont on dit « Ah ouais, ils sont sortis pendant le confinement », c'est aussi ceux qui ont fait qu'on pouvait aller au supermarché, boire, manger, avoir des livraisons à la maison, du transport, même résiduel. Donc, on se rend bien compte de l'immense complexité de ce qu'a été cette crise et des immenses vulnérabilités qu'elle a révélées. Alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on a appris quelque chose? Est-ce qu'on a compris quelque chose? Parce que pour la plupart des individus, c'est fini, le virus, il est parti. Il fait beau, il y a moins de gens à l'hôpital. Oui, c'est vrai, il est parti, mais on ne sait pas pourquoi. Et on n'y est pour rien. Les traitements sont du bricolage. Le vaccin n'existe pas. Il n'y a jamais eu de vaccin pour un coronavirus, donc il n'y a pas plus de chances qu'il y en ait un demain qu'il y en a eu un hier, mais il ne faut jamais désespérer. Les raisons pour lesquelles ça touche plutôt des hommes vieux, plutôt blancs ici, et des jeunes, plutôt des minorités ailleurs, est un mystère. Le fait de savoir pourquoi il y a plus d'hommes et moins de femmes, pourquoi il y a des gens très jeunes qui sont morts en quelques jours et des 90 ans qui sortent pimpants de l'hôpital est un mystère. La capacité pernicieuse de ce virus à choisir ses angles d'attaque, à évoluer, à passer du nez au poumon, des poumons au cœur, à attaquer le système nerveux, à provoquer des effets secondaires pendant des semaines ou des mois, est un mystère. La réinfection, ou en tout cas la réapparition du virus, ou en tout cas sa survie pendant 30, 40, 50, 60 jours, est un mystère. Nous sommes entourés de mystères. Tous les jours, il y a 300 ou 400 publications scientifiques qui paraissent sur le virus. Et je tiens à le dire ici, contrairement à ce que nous racontons, les Chinois ne sont pas les derniers à nous abreuver de publications. Il y a très peu de politique dans l'affaire du virus. La vraie question essentielle, c'est qu'allons-nous apprendre pour avoir un outil qui fonctionne? Et dans tout ce désastre, cette difficulté, ces actes héroïques et ces cauchemars médiatiques dont il faut le dire que je salue d'ailleurs l'œuvre artistique de la porte-parole du gouvernement, qui restera un moment qu'on regardera au moment des bêtisiers annuels avec plaisir tous les ans. Mais au-delà de cela, je ne suis pas sûr que nous ayons compris que le grand absent de cette affaire, celui qui aurait pu être là, qui aurait pu générer de la solidarité entre États, entre pays, entre nations, a été le plus grand absent, l'Europe. L'Europe a disparu, totalement. Nous avons laissé les Italiens se démerder tout seuls, nous avons laissé les Espagnols se démerder tout seuls. Le Portugal, il ne s'est quasiment rien passé, nul ne sait pourquoi. La Grèce, qui accueille des dizaines, des centaines de milliers de réfugiés, quasiment rien. Et ce n'est pas un problème de test ou de dire la vérité ou pas. Les hôpitaux grecs, il n'y a pas grand monde. La Suède s'est laissée aller, la Norvège non plus. Il y a un écart très important en mortalité. C'est un choix. L'Allemagne, prête, organisée, structurée, décentralisée. Nous, centralisés, désorganisés, absents. L'étrange défaite du virus, c'est la même que la dernière fois. Beaucoup se sont relancés sur Marc Bloch, ils n'ont pas totalement tort. Et pourtant, une réaction basique, nationale, citoyenne, qui a permis à ce pays de continuer à fonctionner et à sauver son gouvernement plutôt que le gouvernement à sauver le pays. Bon, voilà. Et donc, ces éléments-là, ils devraient nous apprendre des choses. Il y a une pédagogie du virus qu'il faut avoir parce que, oui, probablement, la crise est finie, mais elle n'était qu'une répétition générale. Il faut que nous comprenions que l'accélération du nombre de catastrophes naturelles, l'accélération du nombre de victimes de ces catastrophes, l'accélération du nombre de victimes des catastrophes climatiques, l'accélération du nombre des victimes des catastrophes de pollution, l'accélération des catastrophes épidémiques
est un phénomène inéluctable. Ça n'est pas une discussion. Je n'ai pas un débat pour savoir si on réchauffe ou on ne réchauffe pas. Je veux dire, nous avons largement dépassé cette situation. La question, c'est comment nous nous préparons cette fois-ci, comment nous avons compris cette fois-ci que non seulement il faut reconstruire ce que nous avons détruit, mais reconstruire encore plus, parce qu'il va falloir sauver beaucoup plus de gens la prochaine fois, et pas seulement des personnes âgées. La prochaine fois, le virus, il ne fera pas le tri. Il a démontré d'ailleurs sa capacité à muter lui-même pour attaquer des personnalités extraordinairement différentes. Et le deuxième élément, c'est que pour que cela fonctionne, il faudra que l'ensemble de nos réseaux de communication fonctionnent. Car si nous avons survécu aujourd'hui, si le télétravail a fonctionné, si le divertissement a fonctionné, si l'éducation à distance a fonctionné, si tous mes étudiants ont eu des cours tout le temps, il n'y en a pas eu un qui a manqué durant cette période, si tout ça a réussi à fonctionner, c'est parce que nous avons eu des réseaux et que ces réseaux ont tenu. Parce que les hackers ont besoin du flux pour faire de l'argent. Leur objectif est le gain. Ils ont besoin, pour qu'il y ait du gain, qu'il y ait du flux. Ce sont des gentils hackers. Ils ne font que nous voler. La question centrale, c'est ceux qui voudront détruire les réseaux, les bloquer, empêcher leur fonctionnement, auront en main une société en réseau, une société vulnérable qui ne pourra pas du tout gérer un dispositif où on repasserait du numérique à l'analogique et où on recontinuerait à vivre sans aucun des outils qui nous permettent aujourd'hui de communiquer. Et c'est pour ça que je dis qu'un virus peut en cacher un autre, parce que ce n'est pas le prochain virus, il est déjà là, il est déjà en expérimentation, et surtout, il ne sera que l'un des virus que nous aurons à affronter dans un avenir qui ne sera pas très lointain. Alors, ça n'est pas particulièrement heureux ni enthousiasmant, mais quand on est prêt, on s'en sort. Quand on nie la crise, on en est victime. Quand on s'y prépare, ça n'empêche pas la crise d'arriver, ça permet d'y survivre. Et la démonstration qu'il faut faire, c'est celle de cette impérieuse obligation de se préparer et donc de celle que les citoyens ont d'exiger du gouvernement, non pas des comptes pour le passé, c'est passé. Certains voudront leur demander des comptes, mais ce n'est pas mon sujet. C'est se préparer à la fois prochaine, où cette fois-ci, il va falloir survivre sur plus d'un seul front, et le front ne sera pas seulement sanitaire ou épidémiologique. Voilà, je réactive mon micro. Merci pour ce premier exposé. On avait envie d'écouter jusqu'au bout, hein, mais quand même quelques questions qui me paraissent pertinentes. La première question qui me paraît pertinente, c'est, vous avez mentionné la désorganisation, la désunion de l'Europe dans cette crise qui a été la grande absente. Il y a beaucoup de questions sur cette notion, mais est-ce que, avec l'exemple de Taïwan, est-ce que l'isolationnisme face à une crise n'a-t-il pas fait ses preuves? C'est-à-dire, peut-on vraiment compter sur une coopération entre différents États, ou est-ce que les mieux organisés, les mieux armés n'ont pas été les États qui n'ont compté que sur eux-mêmes en organisant l'isolation? Bon, d'abord, la solidarité n'empêche pas de s'occuper de soi-même, hein. Un peu d'internationalisme éloigne du pays, beaucoup y ramène, disait Jean Jaurès. Un peu de solidarité éloigne de la capacité à œuvrer en commun, beaucoup y ramène. Je veux dire, nos amis allemands, luxembourgeois, autrichiens ont accepté un certain nombre de malades français. Et il faut leur en rendre grâce dans leur dispositif de réanimation. Nous avons même réussi, après avoir découpé consciencieusement le pays pour empêcher sa centralité à faire des transferts vers les zones les moins touchées par l'épidémie, alors même que cette idée apparaissait comme une sorte de nouveauté extraordinaire. La France est un pays central depuis sa création, c'est le seul pays où l'État a créé la nation. Donc, il oublie de temps en temps, mais c'est bien qu'il se le rappelle. Mais l'Europe aurait eu un stock de masques, personne ne leur en aurait voulu.
L'Europe aurait eu un stock de respirateurs, personne ne en aurait voulu. L'Europe aurait eu une force d'action rapide sanitaire, personne ne lui en aurait voulu. Et d'ailleurs, on serait tous à peu près d'accord, car on préférait que l'Europe s'occupe de la solidarité en matière épidémiologique que du taux de cacao dans le chocolat, dont on peut considérer que pourrait s'occuper de choses importantes et pas de problématiques secondaires. On a inventé l'Europe pour l'industrie, puis on l'a inventé pour l'économie. On n'est jamais arrivé à uniformiser l'impôt, les charges, il y a du dumping. On sent bien que l'Europe fait face à ses propres démons sur ces questions, mais sur le sanitaire, sur la solidarité, sauver des gens, ça n'a jamais été un problème, il n'y a jamais eu un débat, personne ne dit qu'ils meurent tous, mais on ne l'a pas fait. Et une des curiosités, c'est ça, c'est que l'outil qui aurait été le plus facile à utiliser a été le plus absent. Alors, vous parliez, ça interpelle beaucoup nos spectateurs, vous parliez des gentils hackers qui cherchent à conserver le réseau pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, il y a des méchants hackers qui cherchent à détruire le pays. Et Israël vient de passer, il y a très peu de temps, à côté d'une crise majeure, d'un hacker État qui s'appelle l'Iran, qui a tenté de fausser le taux de chlore dans l'eau, quitte à mettre en péril la vie de plusieurs centaines de milliers d'Israéliens. Comment on gère une crise quand le hacker ne cherche pas à désorganiser, mais à tuer? C'est un des exemples que je vous ai donnés. La cyberguerre est un outil de guerre, de destruction. Et donc, c'est un outil connu. Il y a eu plusieurs attaques contre l'Iran et par l'Iran, notamment des attaques dont l'émetteur était les États-Unis, l'Arabie saoudite et Israël, et des acteurs dont l'émetteur était l'Iran. Je ne cherche pas à savoir qui a commencé avec qui, c'est une histoire sans fin. Et l'Iran n'a jamais caché son hostilité vis-à-vis de l'État d'Israël, en tout cas dans sa période actuelle. Je ne parle pas de l'ancienne Perse, on va dire. Et donc, ce processus-là, mécaniquement, crée les conditions de la guerre. Vous savez, il y a des réunions peu visibles, qui se passent en général à Paris, d'ailleurs, qui est le lieu où tout le monde accepte de se réunir hors confinement, et qui permettent de définir les règles de la cyberguerre. Vous savez, on a fait un traité de Westphalie sur les règles de la guerre. Eh bien, les règles de la cyberguerre sont en train de s'écrire entre l'autorisé, l'interdit, le bombardement ou pas des zones civiles, des objectifs civils, la réplique. Vous avez d'ailleurs, grâce à Jean-Yves Le Drian, qui a été le premier à prendre ça à bras-le-corps, un outil de cyberdéfense française qui est à la fois défensif et offensif. Et donc, l'État d'Israël s'est doté, bien avant nous d'ailleurs, de ces mêmes outils. Et donc, il y a un état de guerre larvé entre, je dirais, l'Iran, entre le gouvernement iranien, en tout cas un morceau du gouvernement iranien, qui est un peu plus compliqué que l'idée qu'on s'en fait, mais voilà, et Israël. Et effectivement, ces attaques touchent des objectifs civils, parce qu'il n'y a pas de limite à la cyberguerre, et dans l'ombre des ordinateurs, beaucoup d'opérations ont lieu tous les jours sur les réseaux de communication, sur les réseaux d'eau, sur les vannes des réseaux électriques ou des raffineries. Tout ce qui est interconnecté est mécaniquement vulnérable. Et donc, il y a un énorme travail de protection des outils, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il faut créer des mécanismes de résilience et surtout des dispositifs. Donc, sans vouloir révéler de grands secrets, lors des dernières réunions, par exemple, il a été indiqué pour la première fois qu'une attaque cyber majeure se traduirait par une possible réplique nucléaire. Et donc, le gouvernement des États-Unis, notamment, mais pas seulement, parmi les possesseurs officiels d'outils, là je ne parle pas de l'État d'Israël qui, comme chacun sait, n'a qu'une usine de pantalons à Dimona, et donc nous allons feindre d'y croire pour encore quelques temps, mais les gouvernements des puissances nucléaires centrales ont expliqué que désormais, toute attaque cyber centrale
destructrice amènerait un risque de réplique nucléaire, ce qui est un changement considérable dans les règles historiques de la dissuasion, où il fallait qu'une attaque nucléaire se traduise par une riposte nucléaire. Le cyber est en train de changer de nature et est en train de changer la nature de l'équilibre de la terreur. Alors, certains États sont mieux préparés que d'autres, vous l'avez dit, vous l'avez bien expliqué, mais on a pu voir que dans les forces armées, dans la marine, il y avait des cas de coronavirus, c'est-à-dire c'est finalement une crise qui vient interférer avec un dispositif qui s'avère ensuite totalement dans l'incapacité de réagir parce qu'il est lui-même terrassé par la maladie. Est-ce que tout, c'est-à-dire cette imbrication des crises les unes dans les autres, est-ce qu'il existe des outils théoriques ou pratiques pour qu'au moins, ou des conseillers ou des consultants qui sont capables de guider les États dans leur future appréhension de ces crises? Alors, les États sont rarement proactifs, ils sont toujours réactifs. Parce que anticiper, le président Edgar Faure disait avec son petit suçotement suintant, il ne faut jamais avoir raison trop tôt. Vous verrez dans le livre que je publie là que depuis 20 ans, tout a été prévu, prédit, annoncé, et comme je le rappelle, à la gloire des responsables politiques, ce qui m'arrive assez rarement, les parlementaires, notamment ceux du Sénat, et les responsables politiques dans la période Chirac-Sarkozy, pour dire les choses, se sont volontairement préparés à la crise. Ils ont investi, ils ont écouté, ils ont entendu, ils ont mis en place. Et de temps en temps, il faut rendre hommage aux politiques parce que les consultants, les conseillers et les experts, leur seul rôle, c'est de dire, conseiller et expertiser. Ils ne sont pas des élus et ils ne sont pas des dirigeants. Ils ne dirigent pas à la place des autres. Dans ce cas précis, entre, on va dire, Michel Rocard et Nicolas Sarkozy, une assez impressionnante continuité de la politique de l'État en vue de se préparer sur divers sujets de crise, dont la crise sanitaro-épidémiologique, a montré une vraie continuité de l'action politique en France, gauche-droite. Et c'était remarquable. Par contre, dans les 10 années qui ont suivi, nous avons fait le travail inverse, volontairement, délibérément et pour des raisons totalement comptables. Alors, je n'ai rien contre les comptables. Il est très important de vérifier ce qu'on fait de l'argent public. Mais il ne faut pas que les comptables se transforment en dirigeants, chacun son métier. Et notamment qu'on mélange l'investissement qui crée de la richesse, de la valeur et surtout de la protection. L'investissement productif est un investissement protectif et la réduction idiote des coûts en sabrant vers tout ce qui ne sert à rien, du genre je ne vais pas payer mon assurance ou je vais supprimer ma ceinture de sécurité et mes freins dans la voiture parce que ça s'use. Or, nous avons fait cette politique pendant une dizaine d'années. Et il faut le dire, il y a une responsabilité là d'aveuglement, d'incompétence, de peur de qu'en dira-t-on, de peur des commissions d'enquête, de peur de la Cour des comptes, de peur de tous ceux qui disent tu dépenses trop d'argent pour des trucs qui ne servent à rien. Il y a un seul truc qui est sûr dans toute l'histoire de l'humanité. L'investissement en matière de santé publique est le seul qui ne se discute jamais. Jamais. Il n'y a pas de discussion sur les problématiques de santé. On peut ensuite avoir des vrais débats sur les investissements en matière de défense. Et en ce qui me concerne, chacun sait que je n'ai aucun doute sur l'enjeu d'une politique de défense ou de sécurité publique. Ensuite, on peut avoir des tas de sujets, savoir qui paye quoi et dans quelles conditions. Faut-il un grand État central ou un grand État décentralisé? L'Allemagne paye à peu près la même chose que nous en matière de santé. Elle est décentralisée, les infirmières sont bien payées et surtout, il y a plus d'infirmières et moins de bureaucrates dans le système hospitalier. Donc, la question n'est pas le coût. La santé a un coût et tant mieux. C'est l'utilisation et la capacité à investir. Et de ce point de vue-là,
la réalité de ce que nous faisons aujourd'hui et que j'espère nous changerons demain, c'est justement qu'il faut modifier cette approche dans la gouvernance et l'investissement parce que c'est le seul moyen de se préparer et de survivre dans de bonnes conditions à l'allongement de la durée de la vie, à réduire les processus de pollution. Voilà, on a réussi à mettre des feux rouges et des lignes jaunes et des ceintures de sécurité, à expliquer que le tabac et l'alcool, c'était mauvais, que ça créait des maladies et des maladies à long terme, que le plomb, c'était dangereux, après avoir expliqué que c'était formidable. On a fait la même chose avec les isolants thermiques et l'amiante. Nous avons fait des erreurs de méconnaissance, mais quand on s'en est rendu compte, après 10 ou 15 ans d'hésitation, de résistance, de « ah, ça va tuer l'industrie », ben, on a changé. Et voilà. Et donc, quand on changera, on le fera. Peut-être que cette crise aura un effet accélérateur dans la compréhension de la réalité. Alors, il y a plusieurs questions que je me permets de vous poser, même si elles ont l'air un peu dissociées les unes des autres. Question de Liliane. Quelle est votre capacité aujourd'hui d'approcher les dirigeants de ce pays? Sont-ils à votre écoute pour entendre d'abord votre analyse, ensuite les méthodes, je ne dis pas vos solutions, mais vos méthodes pratiques pour pouvoir adopter des bonnes solutions? Et je poserai la suivante après parce qu'elle est très déconnectée de celle-là. Hein. Ah ben, il y a beaucoup les dirigeants sont à l'écoute. Hein. Paradoxalement, ils sont plutôt lucides et compétents. Enfin, je pense que, par exemple, le Premier ministre a une très respectable équipe de grandes compétences et il y a autour du président de la République des gens avec qui je dialogue régulièrement, plutôt sur des questions liées au terrorisme, mais mécaniquement, les questions de sécurité prennent des dimensions multiples. Donc, oui, après, il est très difficile, comme je dis souvent, mettons-nous à leur place et dans les circonstances qui étaient celles qu'ils ont trouvées, car je ne leur fais pas le reproche d'avoir créé ces circonstances. Mécaniquement, ce gouvernement, sur les 10 années en question, en a eu 2,5 pour… voilà. Alors, est-ce que les 2 années et demie auraient changé quelque chose? Peut-être. Est-ce que ceux qui étaient là avant et qui ont continué à être là après portent une plus grande responsabilité? Mais en tout état de cause, quand tu n'as pas de masque, tu n'as pas de masque. Quand tu n'as pas de respirateur, tu n'as pas de respirateur. Quand tu n'as pas de réactif pour les médicaments et les tests, bah, tu n'en as pas non plus. Et donc, tu gères dans la pénurie. Et donc, ils s'en sont pas si mal tirés. La communication me paraît être là où ils ont le plus péché. Le mensonge sur les masques, que j'appelle moi leur péché originel, me paraît être très clairement ce qui mécaniquement peut leur être le plus reproché, mais c'est tout. C'est-à-dire pour tout le reste, le bricolage national a donné des résultats qui ne sont pas si mauvais que cela. J'espère juste qu'on n'oubliera pas tout de suite demain qu'on vient de s'en sortir et que youpi, la vie est belle. Voilà. Donc oui, ils sont à l'écoute, ils ne sont pas si mauvais que ça. Un certain nombre d'entre eux sont même extrêmement efficaces et compétents. J'ai juste découvert quelque chose que je ne savais pas, qui est l'extraordinaire diversité du corps médical. En fait, je pensais que les médecins étaient des médecins comme les militaires étaient des militaires. Il y en avait des bons, il y en avait des mauvais. En fait, pas du tout. Il y a 3 catégories de médecins désormais. Il y a les médecins administrateurs, dont l'objectif est comptable et qui se comportent comme tels. Ils ont été nommés pour ça, directeurs, agences régionales de santé. Et donc, vous avez un corps d'administrateurs de la santé considérable qui s'est développé au cours des 20 ou 30 dernières années. Et il faut le dire, ils sont impressionnants et en quantité et en nombre. Mais du coup, en efficacité du système de santé, on reste un peu dubitatif. Vous avez les médecins chercheurs. Et eux, ils sont dans le protocole et le temps long. Il faut respecter les protocoles, il faut respecter les tests, il faut respecter le double aveugle, il faut respecter… Et le temps est long parce que le temps est long et qu'ils sont dans ce temps long. Ils sont extrêmement respectables, mais on ne les envoie pas au front. Et puis, vous avez les médecins soignants, les médecins du front, Dr House. La version française s'appelle Raoult. C'est-à-dire, je bricole,
je fais des protocoles, je sauve des gens parce que je suis sur le front, je rafistole, j'hésite. Bon. Ces trois catégories de médecins se détestent, mais se détestent comme rarement j'ai vu des catégories se détester, même dans le système universitaire où le nombre de divas est assez structurellement développé, on est beaucoup plus gentils les uns avec les autres. Et deux, ils vivent dans des temps totalement contradictoires qui fait qu'en fait, on meurt guéri. C'est-à-dire que bien longtemps après que vous soyez mort, on va trouver le moyen de vous sauver. Évidemment, ça ne fonctionne pas très bien. Et donc, la détestation amène aussi des affrontements inutiles. Et alors, je ne ferai pas Paris-Marseille, les raoultiens contre les non-raoultiens, l'hydroxychloroquine ou pas, etc. Mais c'était intéressant de voir à quel point il était très difficile dans un gouvernement où il y a peu de médecins, se reposer sur des organes scientifiques aussi divisés et aussi en difficulté de donner des éléments d'information précis et clairs, et eux-mêmes un peu terrorisés par le fait de prendre la responsabilité de la décision. Car après tout, un conseil scientifique, c'est un conseil, ce n'est pas un décideur. Et le retrait du politique face aux instances scientifiques n'était pas un progrès. Le fait de dire on les a consultés et on a pris une décision, c'est très bien. Le fait de dire on ne les a pas consultés et on a pris une décision, c'est très mal. Le fait de dire on les a consultés et on a fait ce qu'ils nous disent, c'est honteux. Et donc, il y a eu un problème d'adaptation et d'ajustement qui s'est rattrapé dans le temps, mais qui sur le moment était très étrange quand on connaît la diversité et surtout les oppositions internes qui existaient dans le secteur médical. Donc oui, ils écoutent, oui, ils entendent. Un certain nombre d'entre eux s'en sont pas du tout si mal tirés que cela. D'autres ont été ridicules. Certains ont menti comme des arracheurs de dents. Mais fondamentalement, à leur place, c'est assez difficile de leur donner des leçons de « moi, j'aurais mieux fait ». Alors, parmi les questions posées, vient celle de l'abandon total de la production en France, du traitement, de la délocalisation, y compris de nos installations que sont, par exemple, les serveurs sur lesquels nos données circulent. Et il y a beaucoup d'appels au rapatriement, au moins en Europe, d'un certain nombre d'outils, soit de stockage, soit de production. Quel est votre avis? Je vous pose d'autres questions que j'avais oublié de vous poser parce qu'elle revient énormément. Alors, quand on parle de la fusion, de l'imbrication de crise, qu'est-ce que ça donnerait si la fonte du permafrost libérait évidemment des virus qu'on croyait, dont on se croyait totalement à l'abri? Alors, je vais répondre à la deuxième. Quand je dis que ce virus n'est qu'une répétition générale, je prends en compte cette donnée. Je la prends d'autant plus en compte que, au-delà du permafrost, un changement majeur du fonctionnement du Gulf Stream, des modifications structurelles qui amènent des écarts de chaleur de plus 10, plus 20 degrés sur la moyenne nationale des pays dits tempérés, sur les effets que représente aujourd'hui la crise de la sécheresse par rapport au conflit entre la remontée des nomades sur les cultivateurs, la perte des champs et des troupeaux, les guerres de position, la guerre de l'eau, qui est un sujet qu'Israël connaît bien pour ne prendre que celui-là, mais aussi la Chine dans son occupation du Tibet, qui n'a rien à voir avec le Dalai Lama ou pas le Dalai Lama. La flotte et le pétrole sont les deux sujets majeurs qui expliquent à peu près tout ce qui se passe en matière militaire dans le monde. Il y a toute une série d'enjeux tout à fait majeurs qu'il ne faut pas sous-estimer. Et le permafrost en fait partie, mais l'arrivée du moustique tigre, chikungunya en métropole, le Zika, toute une série de maladies tropicales qui n'ont plus besoin maintenant de remonter par les réseaux de transport, mais qui peuvent le faire naturellement par l'évolution climatique et surtout l'adaptation au climat pour les uns ou l'adaptation du climat à ces espèces pour les autres, amène des enjeux majeurs où il va falloir beaucoup se
beaucoup se préparer. Et la sismologie, par exemple, est un élément qu'il va falloir prendre en considération. C'est-à-dire le fait que des pays qui sont peu atteints par des tremblements de terre pourraient l'être de manière plus fréquente et plus intense, ce qui peut poser des questions par rapport à certaines installations, notamment nucléaires, qui ont été mises dans des conditions de sécurité de l'époque, mais qui ne sont plus égales par ailleurs. Donc, le permafrost est un enjeu aussi important que d'autres. Et quand je dis répétition générale et virus à venir, ce n'est pas un hasard. Votre première question, par contre, était… Vous n'avez plus de micro, Jean-François. Micro. Voilà, je suis de retour parmi vous. Alors, la première question portait sur… oh là. Attends, je retourne aux questions. Le rapatriement des ressources le rapatriement. Et le rapatriement des moyens de production. Alors, il y a deux sujets. Voilà. Il y a ce qu'on a externalisé et ce qu'on n'a jamais eu. Alors, ce qu'on a externalisé, c'est par exemple beaucoup de production de médicaments. Nous avions des usines de fabrication de masques qui avaient d'ailleurs été créées à l'occasion du plan H1N1. Nous avions des usines de bouteilles d'oxygène. Nous avions des usines de respirateurs petites. Nous avons toujours importé beaucoup de respirateurs, mais on peut réindustrialiser ce qu'on a désindustrialisé parce qu'en la matière, c'est une sorte de retour à l'envoyeur. Et puis, il y a ce qu'on n'a jamais eu. Alors, ce qu'on n'a jamais eu, c'est créer une industrie. Alors, on a créé une industrie par la volonté du général de Gaulle, une industrie Airbus, une industrie aérospatiale, on a une industrie automobile de très bonne qualité. Et l'industrie, c'est très important parce que c'est la technologie, la recherche-développement, les investissements. Tout ce qu'on a, on peut le garder et tout ce qu'on a externalisé, on peut le réinternaliser. Ça va coûter un peu, mais voilà. Par contre, on a raté les réseaux. Raté. C'est-à-dire que nous les avons inventés, mais nous ne les avons pas industrialisés. Donc là, il ne s'agit pas de rapatrier, il s'agit de créer une industrie nationale. Or, c'est assez simple, hein. Nous n'avons pas d'outils de visio, nous n'avons pas d'outils de réseau, nous n'avons pas d'outils de cryptage, nous n'avons pas d'outils de stockage, et le seul et unique dispositif qu'on avait, qui était Bull, sous l'époque de Jacques Stern, et c'est pour ça que je rappelais Michel Rocard, qui est celui qui a lancé le programme des ordinateurs massivement parallèles, qui a permis qu'on garde notre souveraineté nationale en matière de défense, de dissuasion nucléaire, grâce à la simulation nucléaire, sont des outils qui, évidemment, peuvent être conservés. Les autres, il faut les créer. Pour les créer, il faut beaucoup de sujets. D'abord, il faudrait qu'on ait, par exemple, une porte Internet, un point que nous n'avons pas. Il y a, je crois, 13 portes Internet dans le monde qui sont des nœuds d'échange centraux. La France n'en a pas. Les États-Unis en ont une demi-douzaine. Nous ne pourrions pas fonctionner, par exemple, en mode dégradé sur Internet. Israël le peut, l'Iran le peut, la Corée du Nord le peut, la Chine le peut, la Russie le peut, les États-Unis le pourraient, avec le Canada, parce qu'ils sont totalement interconnectés. Nous n'avons pas aujourd'hui un outil. Si nous perdons les accès à Internet, eh ben, nous perdons les accès à Internet. Donc ça, c'est un gros investissement, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, mais ça redonnerait une souveraineté nationale en matière d'avoir un Internet.fr qui fonctionnerait, même si tout le reste ne fonctionnait plus. Pas aussi bien, mais voilà. Nous pourrions investir dans le cryptage massivement. Alors certains le refont maintenant. On a quelques outils, Tixeo, Citadel, mais qui sont des outils de faible volume et qui ne sont pas très grand public. Nous sommes aujourd'hui sur Zoom, qui est, dans mon univers, moi, totalement interdit d'usage en matière professionnelle. Zoom est un outil peu sécurisé, qui est fait pour le grand public, à condition de rien dire sur aucun sujet qui fâche, avec de temps en temps des gens qui s'invitent, des détournements de réunions. Il y a un vrai sujet Zoom qui leur a été d'ailleurs extrêmement préjudiciable au cours des dernières semaines. Et puis, vous avez tous les autres. Mais c'est vrai qu'il y a là un problème de réinvestissement industriel et pas seulement de rapatriement industriel. Et c'est une toute autre affaire. Et je pense effectivement que, quitte à dépenser de l'argent,
ce que nous faisons massivement pour sauver l'économie. Il faudrait investir dans cette partie de l'économie qui est l'économie de la donnée, l'économie de la data. Et je le dis d'autant plus facilement qu'une très grande partie de ceux qui ont inventé cet outil, qui continuent à l'inventer, à le faire vivre, à le développer, sont des jeunes Français. Simplement, ils sont dans la Silicon Valley, aux Émirats, en Israël. Enfin, ils sont un peu partout, mais pas ici, parce qu'on ne leur a pas donné les moyens de se développer, les moyens d'investir, les moyens d'avoir des outils de recherche et de développement, et que de ce point de vue-là, la bureaucratie comptable a péché. Alors, non pas par son incompétence, mais par son aveuglement. Eh bien, Alain Boer, merci infiniment pour cette véritable leçon, ces pistes que vous nous avez données. On refera très certainement un prochain Zoom sur la suite des événements. On vous recevra avec plaisir. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Désolé de ne pas avoir pu véhiculer les dizaines de questions qui sont arrivées. Il fallait faire des choix et en à peine une heure, on ne pouvait pas tout traiter, mais merci beaucoup. C'était passionnant. À très bientôt. Merci à vous et désolé, je dois aller dans une autre visio car voilà. C'est le nouveau rythme de la vie maintenant, mais pas sur Zoom. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Alain. À bientôt. Au revoir.